Le cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc, chapitre 81, la montagne rouge. Isco contemplait les reflets du soleil sur la montagne face à lui, de l'autre côté de la vallée. Il avait pris l'habitude de s'asseoir sur ce promontoire rocailleux à ce moment précis de la journée, quand le crépuscule enveloppait le sommet voisin d'un voile rougeâtre. Cette intensité l'impressionnait. La montagne saignait. Isco avait cessé de contempler les pleines lunes. À quoi bon quand on fuit? On compte quand on voit une issue. Isco ne voyait qu'une braise incandescente qui refroidissait au fur et à mesure que le soleil disparaissait. Le froid s'imposa vite. Isco s'obligea à frissonner, à rester sur place. Une part de son rituel depuis qu'il vivait comme un fugitif. Garder des repères, ressentir l'inconfort pour s'imposer l'urgence des solutions extrêmes. Il ne trouvait pas. Ou plutôt, il ne voyait pas quoi imaginer de plus extrême que d'avoir suivi Sakhar dans sa fuite éperdue, vers les montagnes lointaines du clan Kiheri. Cela ne pouvait plus durer. Mais soir après soir, la montagne saignait. Il priait plus souvent depuis quelque temps, après avoir tout rejeté. Insultes et blasphèmes l'avaient soulagé après le drame. Il retrouvait maintenant, dans la récitation, un rythme qui le ramenait au temps d'une vie ordonnée. Peut-être en sortirait-il une lumière. Il entendit les pas, il sourit. Les pas, il connaissait. Depuis qu'il vivait dans les montagnes, qu'il venait le soir sur ce promontoire, il comptait les pas de Sakhar quand il descendait le rejoindre après sa cérémonie. Il était régulier comme Isco l'avait été dans son cachot de Sagre. Il aimait bien. Entre le site d'offrande et les arbres marqués où Isco attendait, 177 pas. Sakhar les avait comptés pour lui. Isco ne percevait que le bruit des 83 derniers. Obstacles compris, rochers à gravir, zones à franchir. Tout se mesurait, tout s'égalait. Ainsi en allait-il pour qui savait lire les lignes cachées du cosmos. Il savait compter en même temps les pas les plus rapprochés d'Adslak, le jeune fils de Sakhar qui l'accompagnait là-haut, seul autorisé à franchir avec son père la limite des arbres. Un jour, Aslak serait celui qui voit, celui qui sait. Le garçon avait à peu près l'âge de Nicolas, tout aussi grave. Déjà rempli du monde magique des esprits, il parlait peu, comme Sakhar. Il avait ses yeux gris foncés, une petite mâchoire volontaire, un nez fin et une intensité dans le regard qui vous faisait boire ses paroles. Avec les pas de Sakhar dans un sens et dans l'autre, Isco avait reconstitué de tête la carte de cette montagne mystérieuse, où le chaman partait s'isoler tous les jours de longs moments. 177 pas depuis le site, 238 jusqu'au feu du campement, au bord de la rivière. Les distances étaient claires dans sa tête, comme celles entre chaque arbre marqué. Tout était très clair. Un pas régulier, c'était important pour donner du sens à la vie d'un homme. Sakhar vint s'asseoir à côté de lui, toujours au même moment, quand la nuit tombante venait d'avoir raison de la montagne incandescente en face d'eux. Dans ces moments d'intimité, il se disait qu'il pouvait parler, évoquer l'indicible ces derniers mois. Sakhar sentait son trouble. Il savait. Comme il pouvait lire la forme des nuages et le vol des oiseaux, il connaissait l'âme des hommes. C'est Isco, mieux que d'autres en ces temps où la mesure des pas donnait lieu de salut. Après plusieurs minutes, Sakhar se leva et Isco le suivit, toujours sans un mot. Comme chaque soir tous ces derniers mois, ils descendirent jusqu'à la rivière. Les hommes et les femmes, réunis autour du feu, les regardèrent arriver
et cessèrent leur discussion pour respecter leur silence. Eret se leva. Il tendit un bol à Isco, puis à Saakar. Les deux hommes burent. Ils rejoignirent le cercle autour du feu et partagèrent le repas frugal du groupe. La nuit tombait vite. Le vent qui soufflait dans les branches nues des bouleaux suffisait à cacher la gêne qui s'installait toujours en fin de repas. Bientôt, quand l'hiver viendrait, on mangerait dans la tente, le bruit du vent ne serait plus là, et l'embarras crèverait les oreilles. Saakar se leva. Les prochaines lunes seront froides. On hocha la tête. Les Lapons et Isco savaient ce que cela signifiait. Accumuler des réserves, du bois, du lait de renne, réduire en poudre l'écorce intérieure des pins ramassés au début de l'été, préparer les vêtements d'hiver. On attendait la suite, les nouvelles du royaume du dessous. Eret, la mère de ta mère a volé jusqu'au mont du cercle bleu. Elle a tourné 3 fois avec le renne blanc contre la lune. Eret écoutait gravement. Lui seul pouvait interpréter les paroles de Saakar, mais chacun s'en imprégnait. Isco comme les autres, car il avait fini par comprendre, ou plutôt par ne plus essayer de comprendre. Les nouvelles des êtres invisibles du royaume du dessous, quelles qu'elles fussent, rassuraient. Elles signifiaient que le monde continuait à tourner comme il devait, en dépit des malheurs et des dangers. Le jour où les esprits des montagnes se tairaient, on serait parvenu au bout de la fuite. J'ai fait l'offrande pour la pêche. Demain sera un bon jour pour la truite et l'ombre. Marja, il ne faudrait pas traire les rennes demain. Non, ton sage était souffrant. Attends quelques jours. Quand Saakar eut terminé, il se leva. Ande, le berger, ses rêves l'ont emmené, dit-il seulement. Personne ne broncha. Sans dire un mot de plus, Saakar se retira du cercle et partit se coucher. Les autres se levèrent à leur tour. Eret s'approcha d'Isco. « Si tu veux, je veillerai sur toi cette nuit encore. Je ne te réveillerai si tu fais à nouveau ces cauchemars. » Isco ne dit rien. Eret lui en avait déjà parlé. Il était touché par l'attention du Lapon qui n'osait pas franchement lui dire que ses cris nocturnes effrayaient ceux qui partageaient sa tente. D'accord. Eret laissa Isco au bord des braises. Il poussa une brindille qui s'enflamma. Là, il se demandait si Marcus se remettait de sa maladie, s'il était seulement en vie. Il pensait à Amsterdam. Le petit Nicolas lui manquait. Ambrosius honorait-il ses engagements? Tout cela paraissait si loin. Jacques de Mons devait se poser des questions, sans nouvelles depuis trop longtemps. Mais de Mons ne pouvait plus rien contre lui. Si Isco continuait à s'acquitter de sa mission, c'est lui qui en fixait les contours. Et ces contours exigeaient pour l'instant qu'il mène une vie de fugitif. Cette nuit-là, le cauchemar revint. Lorsqu'Eret le secoua pour le réveiller, Isco commença par le repousser. Avant de comprendre où il se trouvait, il s'ébroua. Eret se recoucha. Isco resta seul sur les traces de son cauchemar. Cela ressemblait beaucoup aux fois précédentes. Ça démarrait toujours par une descente le long d'une pente pavée de cailloux aux arêtes tranchantes. Les pointes déchiraient la peau. Était-ce lui ou un autre? Pas de visage, juste un masque de terreur, une bouche ouverte d'où aucun son ne sortait. Le corps déchiré, arrivé en bas, entamait l'escalade d'une colline couverte de glace jusqu'au sommet. Il glissait et tombait. C'était lui maintenant. La tête heurtait toujours le même rocher. Il finissait par réveiller Saakar, le berger, qui disparaissait dans les rochers.
Son personnage de cauchemar tentait de le suivre, mais le rocher ne s'ouvrait pas à lui. Il s'écorchait les doigts à chercher et à y pénétrer. À la fin, il n'avait plus que des moignons ensanglantés. Parfois, le cauchemar s'arrêtait là. Pas cette nuit. Une autre scène lui revint en tête, sans qu'il se souvienne du lien entre les deux dans son sommeil. Le personnage, il avait retrouvé ses doigts, courait dans les ruelles d'un village. Des rennes sortaient en hurlant des cabanes sur son passage, le poursuivaient, des cris humains d'enfants, peut-être des enfants abandonnés, les bois des rennes étaient tranchants. Des gens criaient aux fuyards de courir et ces gens étaient hachés par les bois. Ils tombaient, les rennes disparaissaient. Un homme en noir s'asseyait sur sa poitrine, avançait une pince dans sa bouche. Le cauchemar n'était jamais allé plus loin. Isco se sentait incapable de se rendormir. Il écarta la peau de renne et se leva. Il prit un bol de bouillon resté à chauffer sur le foyer au milieu de la tonte toute la nuit. Il remit une bûche et sortit. Il faisait encore nuit, mais un coin du ciel commençait à s'éclairer. Isco partit vers la montagne rouge, endormie et sombre à cette heure. Il marcha un bon moment, gravit le flanc de la montagne et trouva l'emplacement qui offrait une vue panoramique sur la montagne d'où il venait. D'ici, il devinait le lieu d'offrande de Sacar, cet endroit sacré, délimité par une couronne d'arbres porteurs de la marque où seul il pouvait se rendre. Le soleil allait bientôt se lever. Il savait qu'avant ce moment, Sacar apparaîtrait pour s'asseoir auprès de lui et assister au lever du soleil sur la montagne, comme il le faisait tous les matins. Le moment qu'Isco redoutait plus que tout autre, quand le cauchemar venait d'affronter le réel.